C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'embargo sur les armes à destination du Darfour au Soudan va-t-il être prolongé? Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce mercredi pour trancher. La guerre dans le pays se poursuit. Le bilan humain est élevé et les populations en détresse. La correspondance régionale dans un instant. La rentrée politique d'Amadouba au Sénégal, le candidat malheureux de la présidentielle, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'ancien président Macky Sall, a créé son propre parti politique. Il s'est exprimé hier lors d'un meeting. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis la fermeture de 8000 églises et mosquées au Rwanda, une décision du gouvernement soutenue par le président Paul Kagame qui accuse certains lieux de prière de tirer profit de la pauvreté. Reportage à suivre. Le Conseil de sécurité de l'ONU va-t-il voter le renouvellement de l'embargo sur les armes à destination du Darfour au Soudan? La guerre entre armées et forces de soutien rapide a fait des milliers de morts. Selon l'ONU, 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Bastien Renouille revient sur l'importance de ce vote. Le régime de sanctions onusiennes contre le Soudan est particulièrement important à deux égards. Tout d'abord, il permet le travail des experts de l'ONU qui enquêtent sur les crimes commis contre les civils et sur l'utilisation des armes effectuées au Soudan. Et puis, il y a aussi l'embargo qui est censé limiter les armes envoyées dans le pays et qui pourraient être notamment utilisées contre les civils. Mais voilà, cet embargo a été mis en place en 2004 lors de la guerre civile au Darfour et il ne concerne que cette région. C'est pour cela qu'il devait être étendu à l'intégralité du pays, selon les chercheurs de l'ONG Human Rights Watch. Cet embargo, aujourd'hui, il est dépassé par les événements, puisque le Soudan est depuis avril 2023 en proie à un conflit généralisé qui affecte une majorité des États fédérés du Soudan, avec, comme on a pu le voir dans notre recherche, des parties au conflit qui utilisent des armes nouvellement acquises, faites à l'étranger, notamment en Serbie, en Chine, en Russie, aux Émirats arabes unis ou en Iran. 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies vont donc examiner ce dossier ce mercredi. Plusieurs options s'offrent à eux, annuler les sanctions, les maintenir en l'état ou encore les étendre à l'intégralité du territoire soudanais. Mais les possibilités que cela se produise sont assez faibles. Il y a de grands risques d'embargo, notamment de la Chine ou de la Russie. Et puis il y a aussi l'opposition de l'armée soudanaise et du gouvernement qui lui est rattaché, car mettre en place un embargo sur l'intégralité du Soudan empêcherait légalement l'armée d'importer des armes dans le pays. Au Gabon, suspense autour du projet de constitution soumis à l'examen du Parlement. Dans la forme actuelle, cette loi fondamentale prévoit entre autres l'instauration d'un régime présidentiel. Elle protège également les auteurs du coup d'État contre Ali Bongo par une loi d'amnistie. L'opinion publique est partagée. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianze. Parmi les points clés de ce projet de constitution qui circule encore sous le manteau, un président de la République assumant désormais la plénitude de son pouvoir exécutif, avec à ses côtés un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. Conséquence logique, le poste de Premier ministre n'existe plus. Par ailleurs, le prochain président sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Sur les critères d'éligibilité à la fonction suprême, justement, l'une des dispositions du texte prévoit que le futur locataire du palais du bord de mer à Libreville doit être gabonais, né d'un père et de mère eux-mêmes gabonais. En cette veille de convocation du Parlement de transition en congrès, ça reste l'un des débats les plus vifs au sein de l'opinion publique à Libreville. Comment allons-nous faire avec nos enfants qui sont binationaux, qui vont devoir se retrouver sans identité, sans pays à se revendiquer? On ne peut pas, au XXIe siècle, raisonnablement, en arriver encore à de telles énormités. Et je pense que nous allons nous battre en tant que citoyens pour faire échouer ce projet, parce qu'il n'a aucun mérite, ne serait-ce que d'être considéré. Pour les défenseurs de ce projet de constitution, les critères d'éligibilité à la présidence de la République sont non négociables. C'est tout à fait normal que la fonction la plus élevée d'un pays soit occupée par quelqu'un de ce pays, de père et de mère d'origine, un Gabonais président. Il parle sa langue maternelle et il comprend tout ce qui se passe dans son pays. Il est en phase avec les populations de son pays. Structuré en 12 pages et 194 articles, ce projet de constitution objette de tous les commentaires
doit encore être validée par le Parlement de transition avant le verdict du référendum prévu d'ici la fin de l'année. La mort au Kenya de l'agresseur de Rebecca Cheptegei, la marathonienne ougandaise qui a succombé aux brûlures subies lorsque son compagnon l'a aspergé d'essence avant de mettre le feu. Clarisse Fortuné. Iten, terre des champions du Kenya. C'est sur un site d'entraînement comme celui-ci que Rebecca Cheptegei s'entraînait. Elle est morte après avoir été aspergée d'essence et brûlée par un ancien petit ami. Dickson Diema Marangash avait également subi de graves brûlures lors de l'agression. Il est décédé lundi soir. Pour beaucoup d'athlètes, sa mort est un soulagement. Pour la mort de l'auteur du crime, je peux dire que justice a été rendue. Car s'il avait survécu et qu'il avait été traduit en justice, la victime n'aurait pas pu obtenir gain de cause. Peut-être aurait-il collecté de l'argent et serait-il sorti de prison. Et au bout du compte, la victime n'aurait pas obtenu justice. Le type qui a fait ça, il vaut mieux qu'il ait perdu la vie, parce que là où il serait allé, il n'aurait pas pu vivre en paix, parce qu'il a fait du mal à quelqu'un en voulant le priver de ses droits. Quand il s'agit d'affaires de cœur, il suffit de quitter son partenaire et de trouver quelqu'un d'autre, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Dickson Diema Marangash avait été brûlé à 41% durant son agression sur Rebecca Cheptegei. Il était alors soigné dans cet hôpital lorsqu'il est décédé. Il avait attaqué l'athlète olympique ougandaise de 33 ans alors qu'elle rentrait de l'église avec ses enfants. Elle venait de participer au marathon des Jeux olympiques de Paris. Rebecca Cheptegei est la 3e sportive de haut niveau tuée au Kenya depuis octobre 2021 à la suite de violences domestiques. En bref, ce nouveau bilan du naufrage au Sénégal, 26 personnes au moins ont péri au large de Mbour alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Nous écouterons des témoignages dans notre prochaine édition. Toujours au Sénégal, Amadou Ba fait sa rentrée politique. Le candidat malheureux de la présidentielle de mars dernier, issu de la coalition Benno Bokk Yakaar, annonce créer son propre parti. Sa prise de parole, la première depuis des mois, est très commentée au Sénégal. À Dakar, Sarah Sakou. Casquette vissée sur la tête, démarche déterminée, ton combatif devant des centaines de militants qui ont scandé son nom. Amadou Ba avait presque l'air d'être en campagne alors qu'il lançait son mouvement lundi soir depuis un grand hôtel de la capitale. Il annonce donc un parti à la demande de ses partisans, dit-il. Avant cela, il annonce également une grande tournée à la rencontre des Sénégalais, ceux qui lui ont fait confiance et ceux qui hésitent encore à le rejoindre, a-t-il dit. Il a eu un mot pour son ancienne coalition, Benno Bokk Yakaar, dont la dissolution a été annoncée début septembre. À ce sujet, il a dit « Des dysfonctionnements internes dans notre camp ont freiné nos ambitions », allusion à peine voilée aux hostilités qu'il a essuyées à l'époque de la présidentielle. En tout cas, l'ancien Premier ministre pourrait faire son retour dans l'arène politique très bientôt, puisque le président Bassirou Diomaye Faye, dont le parti est minoritaire à l'Assemblée, peut dissoudre l'hémicycle à partir du 12 septembre et convoquer des législatives anticipées. Au Rwanda, le gouvernement a ordonné la fermeture d'environ 8000 églises et mosquées à travers le pays, officiellement pour non-respect de la sécurité des fidèles et des règles administratives. Le président Paul Kagame les accuse depuis des années de tirer profit de la pauvreté. Reportage de Clément Diroma. Depuis un mois, les prières ne résonnent plus dans cette église pentecôtiste de la banlieue de Kigali. Tous les jours de la semaine, les chorales répétaient et les chrétiens étaient là. Tout cela me manque. En août dernier, le gouvernement rwandais a fermé près de 8000 églises et mosquées, soit environ la moitié des lieux de culte du pays. Il ne respectait pas certaines normes de sécurité et autres règles administratives. Ce pasteur organise des travaux pour ouvrir dès que possible. Il doit par exemple installer une isolation acoustique. Je pense que le gouvernement veut instaurer une gouvernance claire, puisqu'il y avait du désordre dans les églises. Je suis plutôt content. On devait faire ces rénovations. Mais la fermeture a contrarié nos fidèles, puisque leur vie, c'est la prière.
2000 croyants venaient auparavant chaque dimanche ici à Batsinda. La majorité des Rwandais sont pratiquants et la messe du dimanche est un rendez-vous incontournable. C'est un long voyage jusqu'à l'autre paroisse la plus proche. C'est très difficile. Nous espérons vraiment qu'ils vont rouvrir notre église. Selon le gouvernement, les leaders religieux doivent aussi être enregistrés auprès des districts et recevoir une formation en théologie. Lorsque des lieux de culte respecteront les standards obligatoires et les obligations légales, ils pourront candidater à une réouverture. Une vérification sera effectuée et ils pourront ouvrir de nouveau. Ces critères étaient inscrits dans une grande loi votée en 2018 qui donnait 5 ans aux organisations pour se conformer. On en vient au procès des 5 femmes métisses qui demandent réparation à la Belgique pour avoir enlevé des dizaines de milliers d'enfants métis à leur mère congolaise pour les placer dans des institutions religieuses. Elles avaient été déboutées en première instance en 2021. Elles attendent désormais le délibéré dans la procédure en appel. La correspondance à Bruxelles d'Alix Le Bourdon. Pendant les 2 jours d'audience, ces 5 femmes métisses se sont assises côte à côte face à la cour, affrontant de nouveau le terrible récit de leurs premières années de vie au Congo, lorsque le pays était encore une colonie belge, arrachée à leur mère congolaise et placée de force dans des institutions religieuses. Pendant toutes ces années, on vivait dans la honte de savoir les enfants du péché, les enfants abandonnés, qui n'ont pas d'identité. Présents également à l'audience, leurs proches qui eux aussi veulent obtenir des réponses de l'État belge. Déjà, il leur faut réparation. Elles ont vécu un préjudice sévère et c'est resté ancré dans leur mémoire. Leur âme est meurtrie. Mais on attend maintenant de la justice qu'elle fasse son travail. De leur côté, les avocats de l'État belge ont cherché à démontrer que si les faits pouvaient être considérés aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité, ça n'était pas le cas à l'époque, un argument réfuté par les avocats des 5 plaignantes. Il s'agit indubitablement d'un crime contre l'humanité. La défense de l'État belge, c'est une défense de déni. L'État belge ne reconnaît pas la réalité du système horrible, de la machinerie horrible qui a été mise en place par l'État belge durant la colonisation pour éliminer littéralement les enfants métis. Délibéré attendu le 2 décembre, si l'État belge est condamné, la décision serait historique et pourrait faire date à la fois dans ce pays, mais aussi dans d'autres anciennes puissances coloniales. Le bilan des inondations au Maroc, au moins 18 personnes ont perdu la vie. Les secours cherchent encore 4 portés disparus. 3 régions du sud du pays ont été touchées. Les précisions de Gaël Fonseca. Ici, il a plu en un week-end ce qu'il tombe normalement en un an. Aucune infrastructure n'a été épargnée. Les secours fouillent encore les décombres à la recherche de personnes portées disparues. Pour les habitants de la région de Tata, l'heure est au bilan. Ma maison a été sérieusement endommagée, en particulier le rez-de-chaussée, et ma famille a aidé à tout réparer. Près de 60 habitations se sont effondrées dans tout le pays et 110 axes routiers ont été endommagés. 3 jours durant, le sol habitué à 6 ans de sécheresse n'a rien pu absorber de ces précipitations historiques. Un phénomène exceptionnel, selon les météorologues de Rabat. C'était soudain. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Nos parents, qui ont 90 ans, n'ont jamais vu une telle catastrophe. Ils nous reprochent de vivre ici, dans une zone où passe la rivière. Mais plein de gens travaillent dans la région. Nous n'avons pas cru qu'un jour la rivière déborderait. Le ministère de l'Intérieur s'affaire à rétablir les communications et les routes affectées. Mais la reconstruction sera difficile pour ces provinces déjà dévastées par les catastrophes naturelles. Le pays avait déjà connu il y a 1 an un tremblement de terre qui avait causé la mort de plus de 3000 Marocains et fait plus de 5000 blessés. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.